Enfin, ils sont là aujourd'hui. Il faudrait bien qu'ils sachent pourquoi on est ici, pourquoi on est venu et comment on est venu, dans lesquelles conditions qu'on a travaillé, comment notre vie a passé. Même s'il y a des reproches comme quoi qu'ils sont nés ici, etc., c'est pas de ma faute, c'est la faute d'économie. Je dirais même, c'est Comme comprendre, ils disent, papa, il déconne. Mon père, il divague. C'était pas vrai ce qu'il nous raconte là. Ils veulent pas croire. Ils ne peuvent pas croire parce que quand ils sont venus au monde, tout est là. Eux, ils n'ont pas souffert. En ce moment-là, nous, on n'a pas le choix. Quand on nous propose un boulot, même, je m'excuse l'expression, même dans les chiottes, on va travailler. On est venu pour travailler. De quel pays êtes-vous? Je suis né au Maroc. Et vous, monsieur, de quel pays êtes-vous? Je suis un Algérien, je suis de Porcé. De Porcé? Oui. C'est dans quel département? C'est le département de Tlemcen. Je suis né en Algérie. Monsieur, qu'apprenez-vous ici? Pour prendre, lire, écrire. Pour prendre, lire, écrire. Et qu'on ait un peu de lire la lettre et tout ça. Je prends à écrire et à lire. Et puis? Et puis, je prends la lecture pour du temps ou plus tard, pour parler avec les Français. Et pourquoi venez-vous étudier ici? Pourquoi? Pour ne pas perdre de temps, pour lire le journal et pour me défendre avec mes patrons à l'usine. Pour bien parler le français. Pour lire mes lettres. Est-ce que vous avez l'intention de retourner chez vous plus tard? Oui, voir mes parents une fois dans un temps. Pour des congés? Oui. Mais voulez-vous retourner en Algérie plus tard, définitivement? Ce n'est pas encore organisé, je suis du Maroc, mais enfin... Ah, vous êtes du Maroc? C'est pareil. C'est pareil. On ne sait jamais, pour le moment, je suis là. Pour moi, la période active de recrutement de la main-d'œuvre maghrébine a commencé avec le lendemain de la guerre de 40. Il y a toujours eu, pour les entreprises, un synchronisme entre besoin de main-d'œuvre, croissance économique et déficit démographique. Après la guerre de 40, nous avions un déficit démographique, nous avions la croissance économique, il fallait faire face. En fait, les besoins étaient relativement simples, il s'agissait d'ouvriers spécialisés, ce qu'on appelait les OS. C'était la technique, vous savez, des longues chaînes où chacun faisait une opération, c'est pour ça qu'on disait spécialisé. Il était spécialisé dans un geste, dans une opération. Mais sur la chaîne, à force d'opérations, on aboutissait au produit fini. Donc, on a commencé dans les années 50. Là, il s'agissait de s'adresser à l'Afrique du Nord, essentiellement en Algérie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Algérie était un département français. Ce n'étaient pas des musulmans, c'était des citoyens français. Seulement, au lieu de venir de la Corrèze ou de l'Auvergne envahir les bistrots parisiens, ils venaient d'Algérie pour faire marcher les usines françaises. Il n'y avait pas le sentiment, si vous voulez, d'un appel à quelque chose d'extérieur à la France. Ce n'était pas comme faire venir des Portugais ou des Italiens qui avaient des statuts nationaux particuliers. Les Algériens étaient des citoyens français. Il y avait des problèmes algériens, bien sûr, mais sur un plan juridique, institutionnel, c'était des citoyens français.
petit, je suis là, j'ai 13 ans, j'étais berger, j'ai gardé les moutons quand même depuis 2 ans. Vous avez gardé quoi? Les moutons, j'étais berger. Tu sais qu'est-ce que c'est, berger? Ils gardent les moutons dans les champs. C'était pas dur, mais je ne gagne pas beaucoup. Alors, et puis, il y a mon oncle qui m'a envoyé une lettre. Où était votre oncle? Il est ici en France, il travaille chez Renault, mécanicien. Alors il m'a envoyé une lettre, il m'a dit, si vous voulez venir ici en France, il y a du travail, tu gagnes plus que là-bas. J'ai cherché partout, dans le bâtiment, dans toutes les usines. Toujours il m'a demandé si tu sais lire français. Et est-ce que vous avez certificat d'études? Alors après, pendant 2 mois, je cherche du travail, et puis quand je trouve du travail, je tourne le cours de soir pour apprendre. Alors après, j'ai embauché chez Citroën comme cariste, quoi. Pendant 15 jours, j'apprends par cœur le travail, puis lire, consigne pour en faire pas un accident dans l'usine, connaître, par exemple, votre chef, écouter les ordres de chef. On regarde votre nom, du moment qu'on regarde votre nom, vous appelez Mohamed Ben Ali ou Abdallah ou tout ce que vous voulez. Le recruteur, parce qu'on vous passe à la visite médicale, il y a un petit test qu'on vous fait, vous savez, si vous êtes pour manier, vous savez, une petite réglette, si vous l'attrapez, si vous avez des réflexes, parce que pour la chaîne, c'était nécessaire, c'était le minimum pour voir si vous avez des réflexes, etc. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On vous signe un papier, on vous envoie dans le département, on vous dit allez-y à l'endroit, il y a quelqu'un qui vous prend, et on vous met sur chaîne. Voyez-vous, la chaîne était destinée pour les Maghrébins et les Africains. Sincèrement, au début, comme je la voyais, quand je suis rentré, je voyais comment c'était la chaîne, etc. Et je me disais, ah, j'aurais dû rester dans mon pays, parce que quand je voyais cette cadence, et le plus, c'était cette indifférence à votre égard. On n'essaie pas de vous parler ou de vous dire est-ce que tu as envie d'évoluer, est-ce que tu ne voudrais pas apprendre, est-ce que tu sais lire et écrire. On se préoccupait peu de votre qualité intellectuelle. Pour eux, vous êtes un ouvrier sur chaîne et c'est comme ça, c'était la chaîne. Si vous n'avez pas travaillé dans l'île Seguin, c'est que vous ne connaissez pas Renault. Mais pour dire j'ai travaillé chez Renault, il faut travailler à l'île Seguin. Là, vous dites c'est comme si quelqu'un il a été sur le front à la guerre au Vietnam, etc. En venant en France, en prenant le bateau, quand vous entendez la sirène du bateau résonner, toutes les familles, même s'ils n'ont pas un de leurs enfants qui prenait le bateau, qui partait, vous les voyez les larmes aux yeux qui perdent, parce qu'ils savent qu'ils vont partir vers un autre destin, vous savez. Alors on m'avait préparé des petites boulettes chez nous, vous savez, les Nord-Africains, on prépare toujours des petites boulettes de viande et qu'on met dans l'huile d'olive avec des olives dans une petite boîte. Et j'avais un chapeau rouge, vous savez, chez Chia. Et quand le bateau a quitté le port et s'est éloigné un peu, j'ai jeté mon chapeau parce que je me suis dit je ne reviendrai plus en Tunisie. Je le pensais, c'est vrai. Et disons que je suis arrivé le lendemain matin à Marseille. Et j'avais une valise et je suis allé à la gare Saint-Charles et j'ai omis de vous dire, quand j'arrivais très tôt le matin vers Marseille, c'était sombre, c'était l'humidité, très tôt, vous savez, vers 4 heures, et j'avais le reste des petites boulettes comme ça, et je les ai jetées aux poissons, parce que je me disais que je vais arriver en France, ça va être formidable. Et j'arrive à Marseille, je vais à la gare Saint-Charles pour me préparer pour prendre le train. Et j'ai acheté une carte, et j'ai été m'acheter un petit sandwich. Alors on m'avait donné un petit sandwich comme ça, et je me suis asseyé, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, je ne savais pas que...
Et c'était la première expérience d'arriver dans un pays. Pour moi, la langue française, c'était pas pour moi, étant donné que j'ai connu des Français en Tunisie, etc., j'imaginais que quand je venais, que c'était la même chose, comme les petits camarades français qui sortaient avec moi, qui me fréquentaient jouer au football avec moi en Tunisie. Mais quand je suis arrivé à Marseille, j'ai vu cette solitude autour de moi, les gens qui passaient sans vous regarder. Et moi, j'étais habitué dans mon pays, quand on sort le matin, je salue les gens me saluent, je dis bonjour, même si je ne les connais pas, vous savez. Je les salue. Et même si on s'assoit dans un café, les gens qui sont autour, ils vous parlent, il y a toujours du soleil, du beau temps, ils vous pensent, même s'ils ne vous connaissent pas, il y a un lien immédiat. C'est sûr que cette chaleur du Maghreb, de chez nous, je ne l'ai pas trouvée. Et sincèrement, déjà, ça a été une autre vie pour moi. Je me suis dit que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. C'est pour ça que je vous disais que on revient à la régie Renault. Sincèrement, au début, quand je travaillais sur chaîne à la régie Renault, je n'aimais pas Renault. Je savais que j'avais besoin d'elle. Ce n'est que quelques années plus tard, quand j'ai eu la chance de prendre des cours du soir et d'évoluer et de me faire une meilleure situation, que je suis tombé amoureux de Renault. Et je crois qu'elle aussi, elle est tombée amoureuse de moi, parce qu'elle me le rendait. Pierre Loti était amoureux d'une Turque, vous savez, il y a Zaïdé. Il a commencé à aimer Istanbul parce qu'il était amoureux de cette Turque. Il a cherché à se convertir dans l'islam, pour vous dire que dans le temps du XVIIIe siècle, il y avait des gens qui se convertissaient par amour pour quelque chose. Et moi, je voulais devenir français et m'insérer dans la société, vous savez, m'insérer dans la société française parce que j'étais amoureux de la langue, de la littérature française. Je me suis dit, maintenant voilà, puisque je parle français. Et je me suis aperçu que le plus que je vais essayer d'apprendre la langue française, le plus je vais essayer d'évoluer dans la langue française, mais cela ne veut pas dire que je suis resté toujours à Mohamed. Mon métier, c'était sélectionner la main-d'œuvre pour les employeurs français. Vous aviez des gens qui, au début, étaient assez réticents, des employeurs assez réticents à employer de la main-d'œuvre maghrébine, parce qu'ils étaient habitués à la main-d'œuvre italienne et à la main-d'œuvre espagnole. Moyennant quoi, leurs besoins faisant force de loi, il a bien fallu qu'ils s'adressent à la main-d'œuvre marocaine. Autrement dit, vous aviez tous les secteurs de l'économie française. Il y avait surtout le secteur automobile, le secteur agricole et le bâtiment. Il y avait un accord donc entre le ministère du Travail marocain et l'Office d'immigration au Maroc pour sélectionner dans certaines zones des contingents, mais j'aime pas beaucoup le mot contingent parce que contingent ça fait masse. Quand je dis des contingents, c'était des chiffres. Hein. On prenait 300 travailleurs dans la province de Marrakech, 250 dans la province de Fès, 150 dans la province de Taza, etc. Autrement dit, on partageait le gâteau de l'immigration. D'une façon générale, nous avons préféré, pour des raisons de mentalité, nous avons préféré sélectionner en zone rurale plutôt qu'en zone urbaine. Comment je vais vous dire? Il y avait peut-être une plus grande, c'est pas une question de discipline, une plus grande maniabilité de la personne, souvent plus disposée à vraiment aller travailler en France. Je sais pas, je peux pas vous dire parce que le sélectionneur est à la fois psychologue. Le sélectionneur il a quelqu'un devant lui pendant 4 ou 5 minutes. Pendant ces 4 ou 5 minutes, il doit déterminer si le travailleur, parce que notre responsabilité était en jeu, si le travailleur qu'il envoie
va être, je m'excuse de l'expression, un produit, j'aime pas ce mot, un produit de valeur pour la personne qui a sollicité ses services. Donc, je dois dire, c'est pas un autre gloriole, mais je dois dire qu'avec la main-d'œuvre marocaine, il y a eu très peu de déchets. Moins de 2% de déchets sur tout ce qu'on a envoyé, parce qu'il y a des années, on a envoyé 50 000 personnes. Il m'est arrivé des fois, et c'était à mon corps défendant, et j'avais mal au cœur, qu'on faisait patienter 5000 personnes 48 heures avant que je vienne, sachant pertinemment que je devais n'en prendre que 300. Alors figurez-vous, mettez-vous à ma place, et il me dit, et les gars me disaient, il faut voir tout le monde, monsieur. J'ai dit, vous êtes malade, hein? Je vais voir 5000 gars, moi. Comment voulez-vous que je voie 5000 gars? Ah ben écoutez, quand même, faites l'effort. J'ai dit, je vous ai prévenu. Alors, résultat des courses maintenant, puisque c'est vous qui êtes responsable de ces chiffres exagérés, vous allez prendre la décision. Je veux bien en voir 1 millier pour en sélectionner 300, je ne veux pas en voir 5000. Donc, je m'excuse, mais vous allez être obligé de renvoyer 4000 personnes chez vous et suivant vos méthodes. Ça, c'est pas de ma faute. Moi, ce qui est mon problème, c'est de recruter des gens valables pour Talbot, pour Citroën, pour cette compagnie de plastique ou pour l'agriculture ou pour le bâtiment. Informé que M. Moura sera à tel endroit. Donc il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient partir en France, travailler à la mine, etc. Se présentent. Et lui commence à nous passer des visites. Alors ce qu'il faut saisir, c'est que dès qu'on arrive, parce qu'on fait la queue, dès qu'il arrive, il nous serre la main. Hein? Nous on croyait qu'il nous serre la main. Mais non, c'est pour toucher ici si on a déjà travaillé ou non. Dans les fermes, dans les champs, si on est des travailleurs. S'ils touchent que ces mots, c'est pas bien, etc., ils savent que c'est quelqu'un dans les bureaux, quelqu'un qui ne travaille pas, donc automatiquement, il ne le prend pas. Et lui, il ne faut pas voir, mais il essaye de mettre un numéro, quelque chose. Alors, donc ceux qui passent visite, tout ça, accordé, ils reçoivent un tampon de vert. Celui qui sera annulé, un tampon rouge, ça veut dire annulé. Les officiers des affaires étrangères, en fait, il y avait un officier des affaires, le pauvre, comme si ça avait été son péché d'avoir été officier des affaires indigènes. Bref, on a beaucoup dit qu'ils mettaient des tampons sur les bras, que ils étaient marqués, les gars étaient marqués comme si ça avait été les bêtes, etc. N'exagérons rien. Effectivement, ça a été fait pendant un moment, et puis, nous lui avons fait remarquer qu'il fallait d'abord que nous patronnions, nous, chaque fois qu'il faisait un recrutement, je partais avec eux. Hein. Je partais avec eux et tout en leur laissant à eux choisir les gens d'une certaine façon suivant leurs critères, je tenais la main à ce qu'ils ne fassent pas ça comme si ça avait été au petit bonheur la chance. Hein. Celui-là je le prends, tous les 3 types je le prends et tous les 5 types je le prends pas et des trucs comme ça. Il y avait des critères physiques. Quand vous prenez un gars, vous ne pouvez pas prendre un gars de 48 kilos pour aller en fonderie. C'est pas possible. Donc il y a des critères physiques parce qu'il se trouve dans une ambiance de poids à soulever, même si c'est avec des appareils qu'il est de levage. Il se trouve dans une ambiance de chaleur, il se trouve dans une ambiance, ceux qui se vont dans les usines chimiques, il se trouve dans une ambiance de fumée à respirer,
etc. Donc vous êtes obligé, le type qui va dans une usine chimique, il faut qu'au point de vue pulmonaire, il n'y a absolument rien, même pas une calcification, quand vous le passez à la radio. Hein. Quand il en sort de la fonderie, vous allez me dire, le type qui va travailler au charbonnage, quand il en sort à 50 ans, après 20 ans de mineur de fond, qu'est-ce qu'il en reste? Il ne faut pas non plus exagérer, ils ne sont pas tous silicosés à 100%. Hein. En 1963, on est arrivé ici dans le Nord pendant la nuit. On a été logé dans les braquements. Les braquements qui ont été construits pendant la guerre. Certainement que les Allemands ils les ont construits pour les prisonniers, je ne sais pas quoi. On a été logé 6 personnes dans un baraquement et 2 personnes dans une chambre. C'est comme à l'armée. Les mineurs marocains, ils travaillent. Il ne faut pas qu'ils racontent les Français, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'y aller à l'agence, de chercher un billet d'avion, ni de comment il doit se voyager. Pourquoi? Parce que c'est tout organisé par les houillères. Le jour de départ, il y aura les autocars qui arrivent dans les cités, et tout le monde prépare leurs bagages, monter dans les autocars, les ramener dans un centre j'appelle ça de triage. Là, sur place, il y a la police, il y a la douane. Une fois que tu y es fait, tout le monde embarqué dans les autocars, les ramener à l'aéroport, rentrer dans l'avion, arriver au Maroc. Donc, M. Moura les encadre pour monter dans les avions. Il arrive encore à l'île, mais il les ramène chez lui dans les braquements. Comme ça, il restera fermé. Il n'y a pas de contact. Pas de contact. Pour ne pas s'y intégrer, pour ne pas se développer, pour ne pas se débrouiller, pour ne pas devenir, moi j'appelle ça adulte, quoi. Pour rester toujours fermé. Non, il n'y a pas de vie, non, il n'y a pas de vie, il n'y a que le travail. Et nous aussi, on est... D'ailleurs, ils ont été chercher les gens qui cherchent pas de vie, c'est des gens ignorés, qu'ils ont été les chercher dans les montagnes. Et une fois qu'ils peuvent gagner des choses, un petit peu d'argent, tout ça, pour soi-disant construire sa vie après, ils croient ça, quoi. Et finalement, on n'a jamais eu assez d'argent pour aller construire la vie après. On est toujours resté, à fin de compte, ils sont dans la misère. J'ai mes racines ici. J'ai vécu pendant 30 ans, c'est pas rien. Sauf que je ne cache pas que je suis toujours attaché à mon pays et mes racines. Et j'ai de la chance aussi d'avoir la culture française et la force qu'ils ont les Français de dire merde quand ils ont envie de le dire, de dire la franchise et tout ça. Et moi, c'est quelque chose de plus par rapport à ce que j'ai. Donc ça, je ne le cache pas. J'ai abandonné mon pays, ma famille, pour élever mes enfants. Ça, c'est d'abord une chose. Deuxième, c'est que mes enfants, je le souhaiterais qu'ils réussissent, tout simplement, dans la vie. Au congrès d'Alger, sur les actions du travail, et là on m'a posé la question en disant il y a déjà des incidents graves en Algérie, l'incident de Lorès avait eu lieu, faut-il continuer? Faut-il arrêter le fonctionnement de notre système d'immigration ou faut-il continuer? Et à l'unanimité, on a dit on continue. Il n'était pas question, d'abord, politiquement, ce n'était pas à nous à poser le problème, c'était au gouvernement. Nous avions besoin de main-d'œuvre, on a dit on prend les risques, on continue, il n'y a pas de problème.
Pendant la guerre d'Algérie, pendant le dur de la guerre d'Algérie, nous avions en France un réseau d'Algériens et qui était en communication avec les groupes Citroën, etc., de façon à avoir la possibilité de communiquer, savoir si ça marchait bien, s'il n'y avait pas de problème, etc. Et j'ai été saisi, je me souviens, plusieurs fois, de rapports nous disant nous avons le sentiment ou la preuve ou la certitude que X, qui est l'homme qui fait la liaison avec telle usine, est un collecteur du FLN. Bon. La question m'a été posée. Et nous avons dit, le problème du FLN, le problème est un problème politique. Nous, en tant qu'employeurs, nous devons imperturbablement continuer comme si rien n'était. Nous n'avons pas à nous faire les auxiliaires de la police. Il y a la police, il y a les services, etc. Et c'est la deuxième fois où le problème nous a été posé. Les besoins de main-d'œuvre dans les années 60 étaient considérables. C'était une période de développement rapide. Par conséquent, le système mis en place dans les années 50 a continué à fonctionner imperturbablement. Ce n'étaient plus des Français. C'était des espèces de renégats. Ce n'étaient plus des Français. C'était des gens qui avaient abandonné la France. Alors, pour beaucoup de Français, simples ou moins simples, il y a eu parfois des réactions négatives. Et quelquefois aussi, les Algériens se sont sentis moins à l'aise. Je suis venu parce que mon père était déporté en Allemagne. De son travail, il a été déporté. Je ne peux pas vous dire exactement la date de la déportation, ça je ne le sais pas. Mais la libération, il n'a pas été libéré. Je suis arrivé par bateau d'Alger, Marseille. De Marseille, j'ai pris le train, Paris. En arrivant à Paris, je ne connais personne. Et je ne connais pas la ville. Je ne connais personne. J'ai pris le métro. J'ai pris par hasard le métro. J'ai atterri à la place Clichy, en pleine nuit. Au bout de 6 mois, il y a mon père, il a été libéré. Il a repris son boulot à Joigny, dans Lyon. À chaque fois qu'il vient me chercher, moi je suis en domicile fixe. Un jour c'est un copain, l'autre jour c'est un hôtel. J'ai vu mon père au bout de 6 mois. J'ai vu mon père. De là, je suis parti aux mines après. Directement. J'étais aux mines. À Forbach, j'ai fait 13 ans. Avant d'amener la femme. La femme, je l'ai amenée pendant les événements d'Algérie, en 58. J'ai eu du mal d'abord à la ramener. C'est pas elle qui ne voulait pas. Il n'y a pas moyen en ce moment-là. Il faut un visa pour rentrer en Algérie chez soi. Il faut un visa pour rentrer à la maison. À chaque fois que je fais une demande, soit refusée, c'est refusé. L'ambiance à ce moment-là, il ne faut pas être dans la peau d'un Algérien. L'ambiance était très dure. Soit des autorités françaises, ou du côté du FLN, le MNA, il y a un tas de trucs. Il ne faut pas être dans une peau d'un Algérien. Il y a un simple mouvement où j'étais parti. Un Algérien ne peut pas manier la poudre. Ne peut pas prendre des amorces. On l'a mis à l'écart de tout. On le prend comme on prend maintenant, c'est un terroriste, c'est un hors-la-loi, il n'y a pas d'exception. Celui qui vous dit qu'on m'a fait une exception, il est mort. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Un Algérien, c'est un Algérien. Ma femme, elle était enceinte. Il y a eu une manifestation, on l'a pris. Elle est partie pour chercher ses commissions. On l'a pris, on l'a débarqué comme tout le monde. Elle était enceinte. On l'a mis dans un garage, il pleut, il neige.
Quand il est venu de là, il a fait une fausse couche. Voilà la vie qu'on a vécue. Moi, j'ai eu envie de rentrer, mais il y avait les enfants. Les enfants, ils sont nés ici. Même qui rentrent, je les ai amenés une fois, mais c'est pas ça, c'est leur pays natal. Ils sont là, ils sont nés ici. On est obligé de rester avec eux. Je suis arrivé à Alger en 1964, donc 2 ans après l'indépendance. Ben Bella était encore président, il n'allait rester qu'1 an de plus. Mes fonctions à l'ambassade consistaient à négocier avec le nouveau gouvernement algérien, le gouvernement de l'indépendance, les différents accords avec la France, accords de coopération. J'ai négocié un grand accord de coopération culturelle et technique, mais j'ai aussi eu l'occasion de négocier avec les autorités algériennes un accord de main-d'œuvre. Je crois que dans cette première période, donc entre l'indépendance et la grande crise pétrolière des années 71, 72, 73, le principe des échanges de main-d'œuvre fonctionnait assez bien, puisque du côté français, les entreprises françaises avaient besoin de main-d'œuvre. C'était une période d'expansion. Cette main-d'œuvre était une main-d'œuvre abondante, facile à employer et à renvoyer chez elles. Il y avait donc ce que nous avons appelé la noria, c'est-à-dire la venue de travailleurs célibataires, les familles restent au pays, surtout en Kabylie, naturellement, d'où venait une grande partie de la main-d'œuvre. C'est ce qu'on appelait aussi la culture des mandats. Les villages kabyles recevaient les mandats des travailleurs algériens et ceux-ci ensuite rentraient dans leur famille ayant accumulé un peu de pécule. Nos partenaires algériens étaient relativement satisfaits de pouvoir ainsi profiter des facilités d'envoi à l'étranger de beaucoup de leurs célibataires travailleurs. Surtout des célibataires et pour lesquels se posait avec beaucoup d'insistance le problème du logement. C'était l'époque de la Sonacotra, c'est-à-dire d'organismes de gestion de foyers, de gestion d'habitation destinés aux travailleurs immigrés. J'habite dans les baraques. C'était là du 180 aussi on est maintenant. Je connais les copains là et il m'a donné une chambre. On est 4 personnes dans la chambre. Presque comme là-bas en Algérie. Hein. C'est pas une vie, mais on fait pas autrement. Aviez-vous de l'eau? De l'eau, c'est à côté, un petit sauce. On va chercher avec un seau. Quand même, c'est pas propre, mais enfin, on ne fait pas autrement. Y avait-il de la lumière? Oui, il n'y a pas de la lumière. Non, il y a, comment on appelle ça, un réchaud gaz. C'est pareil comme l'électricité. Il s'allume, mais avec le gaz. Est-ce que ça fermait à clé? Oui, ça ferme à clé. Quand on va aller au travail, on ferme à clé. Et le soir, on finit à 5h30. Et puis on fait à manger. Et vous payez le loyer? Quel prix? On paye 4000 francs. À qui? Au patron qui commande, c'est lui qui... Il y a 10 chambres. Et combien de temps êtes-vous resté là? Je suis resté là 6 mois. Et puis toujours on demande, la préfecture de la Seine, il m'a donné un logement, c'est propre mieux qu'avant. Et est-ce que la chambre est plus grande? Et grande, mais on est toujours 4 personnes dans la chambre, mais c'est propre, il y a l'électricité, il y a le gaz, il y a le chaud, le froid, et puis on fait à manger dans la salle. On est 4, on paye 10 000 francs par personne. On est 2 Kabyles et 2 Algériens. Même payé, mais la langue, c'est... On ne comprend pas entre les 4. On comprend. J'ai un copain qui parle kabyle et l'autre qui parle algérien. Je ne comprends pas. Je crois que les migrations de travail n'avaient pas vocation à une stabilisation, à une fixation dans la société d'accueil.
on était parti depuis plusieurs années, c'est une idée un peu courante. On le répète à satiété que les gens étaient poussés par le besoin et la nécessité. Et alors, pour répondre à ce besoin et la nécessité, les gens, en contrepartie, étaient censés retourner à un moment ou à un autre. Or, ce retour aujourd'hui, lorsqu'on parle de retraite et de vieillesse et de fin de vie, ça veut dire que ce projet de retraite n'est quelque part qu'une espèce de mythologie dans l'inconscient collectif, même l'inconscient collectif politique. Beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à imaginer un immigré non travailleur. C'est-à-dire on a l'impression que autant dans la tête de nos anciens que dans la tête de ceux qui font la politique publique, l'immigré ne peut être perçu qu'à travers un bleu de travail. Nous avons des gens qui ont vieilli, qui vivent autrement, qui sont à la retraite depuis des années. On a des chômeurs de longue durée. On a tout cela. Tout ceci, tout ce patrimoine, cette espèce de réalité humaine contribue à dire que petit à petit, ce pays aussi est devenu un peu le leur. Ma vie, presque à moi, toute ma vie est toujours avec les Français. Toujours. Comme le travail, comme l'armée, comme civil et tout. En 1939, j'étais engagé, j'ai 17 ans. Le moment que j'ai été suivi en France, j'avais 18 ans. J'étais en rang, engagé là-bas. On était à pied, l'artillerie, on avait des chevaux, on avait des canons et tout. Les Allemands, quand ils sont rentrés, ils appellent les Français Bougnoul. Et maintenant, les Français, ils l'appellent Bougnoul pour nous. C'est pas vrai ou quoi? Hein? Ils disent. Mais c'est pour nous, c'est pas nous les Bougnoul. C'est les Français qui s'y disent Bougnoul. Qui c'est qui l'a fait ce nom-là? C'est les Allemands. Quand ils sont rentrés, Bougnoul. Ah, je veux dire, bon, ouais. Ah ouais. Il y a des fois tu trouves même pas le logement. Tu es obligé de coucher en dessous le pont. On achète des cartons, de n'importe quoi, et puis on se cache là. Et puis qu'on travaille. Pour gagner la vie aux enfants. Et puis quand on est arrivé ici en 61, 62, 63, ils ont commencé à construire les foyers. Et puis la place où il y a tous les ouvriers avec les baraques, de bois, des tôles, des cartons, tout ça, ils ont foutu le feu dans les baraques là. Qu'est-ce qu'il y avait de morts? Au moins une quinzaine. Avec le feu. Ah, qui a fait ça? Et puis il a brûlé l'argent des enfants, des femmes, ils ont à l'hôpital et tout ça. Vous ne croyez pas ça? Vous ne savez pas ça? Ah ben vous savez, vous êtes des jeunes, quoi. Vous êtes d'hier. Heures. Je prends un café, puis je prends ma gamelle et la musique allume. Bon, mais je ne suis pas tout seul. Il y avait des quinzaines, des vingtaines de personnes. On fait une terrasse pour l'installation de gaz, de pétrole.
Et puis, dans l'usine, c'est pareil. Oh là là là. Oh, bon, laisse-moi. Ne me demande pas ça, ce qui se passait avant. Puis c'est tout. Vous êtes les gens de maintenant, ils sont de rois, les enfants de rois. Oui, c'est comme des rois. La fille que je mariais, moi, je l'ai laissée, mais je vois tous les ans, je prends 2 mois de vacances. Et sa maison, et ses gosses, ses filles, et tout. Ben, ils sont tous mariés maintenant, presque. Il m'en restait 2. Deux garçons. 7. Et le 8e, enfin, comptez 9 avec celles-là qui sont décidées, 9. Voilà. Si vous voulez, dans le fond, j'ai habitué ici, venir ici. J'ai pas de rester là-bas. Si, je reste 9 mois, 8, 6, 7. Quand il ne me plaît pas, je... Là-bas pour toujours, je laisse mon argent ici. J'ai confiance en France. Ben, j'ai dit la vérité, hein. Voilà, c'est ça. J'ai dit la vérité. Depuis qu'il j'ai fait mon compte dans la poste, jamais il me manque un sou. W. C'est comme ça qu'on dit, le W. Voilà. Je t'engueule lequel. Moi, il m'éplie comme ça, les autres, je sais pas. Il y en a beaucoup comme moi. Bon, on boit le café. Je crois qu'il y avait 2 idées. Il y avait l'idée qu'il repartirait, et puis il y avait une idée qui était peut-être une idée un peu paresseuse, qui était qu'à un moment donné, il se fondrait dans la masse française. Et au fond, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y avait, il y avait une perception différente des Portugais et des Maghrébins, avec l'idée que les Portugais se fondraient, et c'est vrai que les Portugais se sont fondus assez bien dans l'idée française, mais il y avait bien l'idée qu'à un moment donné, comme un morceau de sucre, vous savez, qui se fond dans une tasse à café, et bien que le morceau de sucre fondrait. C'est vrai que le morceau de sucre n'a pas tout à fait fondu comme il devait fondre. Vous la verrez les bancs à Renaud et à Sinka. À cette époque-là, il y avait un débat en France sur la question du droit des immigrés, notamment droit syndicaux, droit aux élections locales. C'est vrai qu'à ce moment-là, ces travailleurs n'avaient pratiquement pas de droit. D'où le fait que le relais normal pour représenter ces travailleurs, c'était évidemment une structure qui était bien sûr du service représentatif de ces travailleurs, mais qui était une structure officielle. Et c'était le rôle de l'amicale. L'amicale des travailleurs algériens avait quand même pour préoccupation de contrôler les travailleurs algériens en France. Et elle avait pour préoccupation donc de les maintenir comme des Algériens. Et il y avait bien l'idée qu'au fond, il était plus simple pour le gouvernement français d'avoir un interlocuteur. Et d'avoir un interlocuteur fiable. Donc il y avait à ce moment-là, je dirais grosso modo, un intérêt convergent entre le gouvernement français et l'amicale des travailleurs algériens, et bien sûr derrière le gouvernement algérien. Cette amicale des travailleurs algériens avait aussi pour rôle d'encadrer ces travailleurs, de les surveiller. Il faut rappeler que l'État algérien était l'État FLN et qu'il y avait un enjeu politique autour de ces travailleurs. Chers frères, au nom de la section de Gennevilliers de l'amicale des Algériens en France et en Europe, je tiens à vous exposer aujourd'hui
quelques grands problèmes qui nous concernent tous. En France, la meilleure manière de servir notre révolution consiste à nous éduquer, à nous perfectionner dans un métier, afin qu'à notre retour au pays, nous puissions utiliser nos connaissances au profit du développement de notre économie. Pour que l'indépendance soit réelle, il nous faudrait faire disparaître tout l'héritage que nous ont légué nos anciens exploiteurs, c'est-à-dire la misère, le chômage, l'analphabétisme, une situation sanitaire effroyable, etc. Cette lutte consiste à détruire les structures coloniales et à adopter de nouvelles structures capables de faciliter le développement économique et social de l'Algérie, pour que l'exploitation de l'homme par l'homme ne soit plus qu'un vague souvenir dans nos esprits. Vive l'unité du peuple algérien, vive la révolution socialiste. Le gouvernement français jouait sur deux voies, l'amicale des travailleurs algériens, parce qu'il avait le sentiment que c'était un interlocuteur, il avait un interlocuteur clair et qui, en principe, tenait les travailleurs algériens. On contrôlait les travailleurs algériens, mais de l'autre côté, on leur donnait une espèce de soupape de sécurité en faisant venir leur famille. Alors, pourquoi l'idée du regroupement familial a germé? Là, je vous avoue que j'ai un problème de mémoire. Là aussi, c'était il y a longtemps. Je pense qu'il y avait l'idée de faire quelque chose d'humain pour eux. Bon, il y avait ça, mais dire qu'il y a eu une réflexion précise sur les tensions pouvant résulter d'hommes célibataires, de masse d'hommes célibataires, non. Et au fond, ces travailleurs immigrés étaient perçus pas tout à fait comme des hommes, ils étaient perçus comme, au fond, des gens dont... C'est vrai, vous avez raison, vous dites vous ne pouvez pas vivre sans femme, etc. Ben pour eux, on ne se posait pas la question. On disait, bon, ils ont qu'à se démerder, c'est leur problème, c'est pas notre problème, c'est leur problème. En même temps, le regroupement familial prouvait qu'il y avait une prise de conscience que c'était un peu le problème du gouvernement.